Bon, je profite de l'occasion, bien sûr, de vous souhaiter à tous un très bon mois de janvier 2021. Avant de vous souhaiter une belle année, je trouvais que, enfin, on a trouvé avec Diane que cette conférence sur l'optimisme au début 2021 avait tout son sens, sans revenir évidemment sur tout ce qu'on a vécu en 2020. Et donc, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous un certain nombre de clés, de fonctionnement, de techniques, parce qu'on va aussi parler de choses de ce type-là. Rapidement, pour ceux qui n'auraient pas été là sur les premières conférences, donc je suis Laurent Frétrich de la société Morgat Énergie, qui est spécialisée dans le domaine du management de la performance et de la qualité de vie au travail. Notre métier depuis maintenant 13-14 ans consiste à accompagner les acteurs des entreprises à être durablement efficaces dans des environnements où il faut en faire toujours plus vite et toujours plus longtemps. Et donc, c'est notre leitmotiv autant que notre savoir-faire. Notre particularité dans le monde des ressources humaines, c'est qu'on a transposé les outils du sport de haut niveau à l'entreprise. Les intervenants chez moi sont tous d'anciens athlètes de haut niveau ou des entraîneurs dans le monde sportif. Pour ma part, donc, je suis ceinture noire 5e dan de Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien que je pratique depuis plus de 30 ans, que j'enseigne depuis plus de 20 ans, pour lequel j'ai été plusieurs fois titré et médaillé en championnat. Et puis, je suis également coach et conférencier de par mon métier, celui que je suis actuellement en train d'effectuer avec vous. Et également auteur d'un livre qui s'appelle « Nous sommes tous des super-héros du quotidien », arguant du fait que nous devons tous en faire toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus longtemps. Je me suis dit qu'on était en fait des super-héroïnes, des super-héros au quotidien et qu'on ne s'en rendait pas bien compte. Et donc, j'ai condensé sur ce manuscrit un certain nombre de techniques de coaching issues du monde du sport. Voilà pour ce récapitulatif. Quelques-unes des actualités qui sont les miennes actuellement, forcément pour une actualité. Et puis surtout, le point central, c'est la croyance qu'il annonce. C'est que le savoir-faire et le vouloir-faire ne sont pas grand-chose sans le pouvoir de faire. Concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que la performance d'un individu dépend, et ça c'est une réalité qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le monde du sport ou de l'entreprise, ça dépend de nos compétences. Qu'est-ce qu'on sait faire en termes de compétences métiers, marché, produits, compétences techniques? Notre performance va dépendre également de nos capacités personnelles, intrinsèques, physiques, mentales et émotionnelles. Et puis, ça va dépendre également de nos motivations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'un point de vue personnel, qu'on peut aussi appeler l'ambition, et puis d'un point de vue plus d'entreprise, quelles sont les motivations que j'ai à travailler pour une structure Viveris plutôt que l'un de vos confrères est néanmoins concurrent. Et quand je vous dis que les savoir-faire et le vouloir-faire ne sont pas grand-chose sans le pouvoir de faire, c'est que ça sert à rien d'être très compétent, ça sert à rien d'être très motivé si je n'ai plus la ressource, la capacité, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, pour les mettre en œuvre. Toutes ces envies et toutes ces savoirs n'ont pas beaucoup d'intérêt, parce que si je suis coincé au fond de mon lit ou incapable de prendre une décision ou incapable de gérer la pression, eh bien ça ne m'apportera pas grand-chose. Surtout, ça n'apportera pas grand-chose à l'organisation, que ce soit une équipe sportive ou une équipe professionnelle. Alors, pourquoi travailler sur ces éléments d'optimisme? En fait, les choses me sont venues il y a quelques années, parce que j'ai en fait acquis la conviction que nous sommes tous et toutes capables d'optimisme. Alors, avec des facilités plus ou moins grandes, mais en fait, pendant de nombreuses années, j'avais du mal à traiter l'argument des gens qui me disaient « Oui, mais toi, c'est facile, ça va toujours bien. » Ok, donc je me disais, donc je me sentais à la fois chanceux et puis un peu désemparé, parce que comment leur expliquer que bah oui, mais en réalité ça va bien, peut-être aussi parce que je fais quelque chose. J'arrivais bien à traiter oui, mais toi de toute façon t'es toujours en forme. Ah ben ça, j'arrivais bien à le traiter, j'arrivais bien à leur expliquer que c'est parce que je fais du sport régulièrement, 6 heures par semaine, et aussi que tous les soirs chez moi, je fais des pompes et des abdos. J'arrivais bien à leur expliquer que je mangeais. Oui, mais toi, tu prends pas de poids aussi, ça c'était un truc. Ah bah toi, tu prends pas de poids. Bah ouais, mais les gars, mais je fais aussi gaffe à ce que je mange. Donc, il y avait plein de bonnes raisons qui expliquaient ça. Par contre, j'avais beaucoup de mal à expliquer pourquoi est-ce que moi, ça allait toujours. J'arrivais pas à leur démontrer ça. Et puis un jour, j'ai fini par moi aussi comprendre, peut-être que ce que j'essaie de discuter avec eux quand ils m'expliquaient que ça n'allait pas, moi aussi j'ai vécu mes hauts et mes bas, et puis j'ai eu un bas qui a été suffisamment lourd, hein. Je me suis séparé, j'ai quitté ma belle maison de centre-ville pour m'installer dans un petit appartement de 60 mètres carrés avec mes 3 enfants et mon matelas installé dans le salon, enfin comme ça arrive
à plusieurs d'entre nous. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, je comprends ce qu'il voulait dire. Mais surtout, je me suis dit, ben, j'ai donc pu expérimenter ce qui était de l'ordre peut-être pour les personnes qui me parlaient, qui étaient genre de l'inné. Toi, ça va toujours, c'est inné, ou au contraire, de là, quelles pouvaient être les techniques et les mises en œuvre qui me permettaient bien de continuer à aller bien et à me sentir bien et à garder le moral, même dans des circonstances comme celle-ci. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Là, je prends un exemple qui est très personnel. Et j'ai réussi à réunir, en me penchant il y a quelques années sur ce sujet-là de l'optimisme, à réunir un certain nombre de convictions. Alors voilà, ce sont mes convictions. Vous y croirez ou non, ça c'est pas vraiment le sujet. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez vous dire, tiens, ça peut avoir du sens. Donc, pour moi, l'optimisme, d'abord, pourquoi est-ce qu'on est tous capables d'optimisme? C'est que j'ai la conviction chevillée au corps que c'est naturel. Pour moi, le cerveau optimise. Optimise, c'est la notion d'optimus, hein, c'est le meilleur en latin. Le cerveau cherche en permanence à optimiser. C'est pour ça que je pense qu'on est tous capables d'optimisme. Et il optimise pourquoi? Pour assurer un truc qui est notre survie. Il cherche à maximiser la vie et à minimiser le danger. Le cerveau est une machine à optimiser. Donc, pour moi, le cerveau est véritablement capable d'optimiser. Le point aussi, c'est qu'il cherche à optimiser le résultat et à minimiser l'investissement. Et en règle générale, au-delà même de la volonté de gérer le danger, le cerveau cherche à optimiser le résultat. Alors après, on a tous des travers, des gens qui font beaucoup d'efforts et qui ne se soucient pas trop du résultat, mais en règle générale, le cerveau, il a cette particularité, c'est qu'il est très feignant. Il cherche toujours à aller au plus vite. Et on en reparlera tout à l'heure, les chemins neuronaux, hein, c'est un grand classique en psychologie cognitive, c'est les chemins neuronaux, une fois qu'ils sont ouverts, c'est compliqué pour le cerveau, une fois qu'il est mis sous pression, d'emprunter un autre chemin. C'est-à-dire, en d'autres termes, de faire quelque chose qu'il ne connaît pas. Lorsqu'il est sous pression, le cerveau va quasiment, à chaque fois, tout le temps faire, ce qu'il connaît. Donc, on est capable d'optimisme parce que le cerveau est naturellement optimiste. Il est capable d'optimisation. Donc, optimisme et optimisation, même principe. Première raison. Deuxième raison pour laquelle nous sommes capables d'optimisme, c'est que, en fait, c'est aussi une décision. C'est quelque chose qu'on peut décider. On peut calibrer la notion d'optimisme et de réussite. On peut le représenter par une courbe de Gauss. Lorsqu'on n'est pas du tout optimiste, qu'on est très pessimiste, on sait que, les études le montrent, c'est que notre capacité à réussir, lorsqu'on est très pessimiste, elle est faible. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais plus on est optimiste, moins on a de chances de réussir pour une raison très simple, c'est que quand on est très pessimiste, eh bien, on n'ose pas s'engager dans les choses. Ou alors avec ceinture, bretelles et parachute. Plus on va gagner en optimisme, eh bien, plus notre réussite va s'améliorer parce qu'on va tenter des choses. Et je préfère le dire, même si ça paraît être une lapalissade, plus je tente de choses, plus j'ai de chances que ça réussisse. L'optimiste, il pêche avec plusieurs cannes à pêche. Le pessimiste, il dira l'eau est trop froide, le temps est pas clément, de toute façon les poissons ici, ils ont pas faim, enfin voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le pessimisme et l'optimisme, ils sont jumeaux. On pourrait dire que ce sont deux personnes deux qualités qui ont beaucoup de points communs. Ils sont tous les deux destinés à nous préserver malgré tout. Hein. L'optimisme et le pessimisme, ils sont tous les deux aussi forts. Ils peuvent avoir tous les deux autant d'occupation dans notre esprit. Mais effectivement, il y en a un qui va nous être plus profitable en parlant de réussite. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, l'optimisme et le pessimisme, finalement, se chevauchent. C'est-à-dire que quand on arrive au bout du pessimisme et qu'on commence à rentrer dans l'optimisme, il y a toujours encore un peu de pessimisme dans l'optimisme. Parce que l'optimisme uniquement pour l'optimisme, on en parlera en toute fin de conférence, l'optimisme tout seul peut nous conduire à des trucs assez dingues qui s'appellent l'inconscience. C'est-à-dire que quand on a poussé l'optimisme à son paroxysme, c'est un peu comme quand on pousse le pessimisme à son paroxysme, ça devient très, très, très contre-productif. Et donc, l'optimisme et le pessimisme, ce sont deux qualités qui cohabitent. Elles ne sont pas dissociées et elles ont même une zone de superposition. Et cette zone de superposition, d'ailleurs, et c'est pas le lieu maintenant, mais fait partie des choses que je regarde avec les gens que j'accompagne, c'est à quel moment est-ce que
le pessimisme commence à sentir l'optimisme. Dans cette zone-là, quels sont les propos, quels sont les comportements qui nous font dire qu'on est toujours très pessimiste, mais qu'on est déjà en train de passer vers l'optimisme. De la même manière, hein, quand l'optimisme devient complètement béat et qu'il frôle l'inconscience, eh bien là aussi, il y a un certain nombre de signaux annonciateurs qui nous font dire que là, l'optimiste va beaucoup trop loin. Je m'amusais il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un en disant pour la conférence que je vais faire chez Viveris, je vais faire le gars optimiste et sur l'introduction, je vais dire que j'ai rien préparé, mais que je suis tellement optimiste que ça va bien se passer. Bon, j'ai évidemment pas pu faire ça, hein. C'est plus fort que moi. Mais voilà, ça serait de l'optimisme béat, voire de l'inconscience. Et évidemment, si j'avais fait ça, je me serais fait shooter. J'aurais peut-être pu faire illusion quelques minutes avec vous, mais au bout d'un moment, j'aurais été démasqué, vous auriez tous quitté la conférence. Donc, on peut tous être optimistes parce que les deux cohabitent en nous. Troisième raison, c'est que l'optimisme, c'est chimique. L'optimisme va augmenter va augmenter la production d'ocytocine, qui est une hormone qui est une des 4 hormones du bonheur. L'ocytocine, notamment, on la sécrète quand on médite, quand on prend quelqu'un dans ses bras, quand on fait une bonne action. Donc ça, c'est très intéressant au passage de constater qu'on peut volontairement créer de l'ocytocine. Prenez quelqu'un dans vos bras, enlacez-la, prenez quelques temps pour mettre votre cœur contre son cœur et profitez de ce moment avec qu'il ou avec elle, et on sécrète de l'ocytocine. Mais surtout, ce qui est intéressant avec l'ocytocine, c'est que ça va limiter la production de cortisol. Et la production de cortisol, le cortisol est une des 2 hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol, qui est produit par les glandes surrénales, et c'est aussi ça qui nous rend malades. Donc, produire de l'ocytocine va nous permettre de limiter l'impact du stress sur nous. Et donc, l'optimisme nous fait du bien. L'optimisme nous permet aussi de sécréter ces hormones, quelques-unes, enfin au moins une des hormones du bonheur. Donc, on est tous capables d'optimisme parce que si ça nous fait du bien, on est capable de le reproduire. 4e raison pour laquelle je pense qu'on est toutes et toutes capables d'optimisme, et que c'est pas juste une question de loterie, même si on est plus ou moins enclin, bien sûr, mais c'est pas juste une question de loterie, c'est que l'optimisme, c'est comptable. On pourrait se poser la question, dans notre vie, on a tous des grandes bifurcations. Je vous parlais tout à l'heure de l'une d'entre elles me concernant, mais on a une bifurcation professionnelle, personnelle, même sociétale. Toujours intéressant de se poser la question de qu'est-ce que m'a apporté cette situation a posteriori. Et ça serait intéressant de vous interroger aujourd'hui. On pourrait se poser la question sur le cas de l'année 2020, qui a certainement été une année difficile pour un tas de raisons. Finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté de bien? Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif, ce Covid, puisque c'est lui la source de tout, mais il y a eu plein de conséquences. Je voudrais juste que vous posiez un instant, vous nous disiez qu'est-ce que vous estimez de bien ou de bon à ce Covid 2019. Je vous laisse quelques instants pour consigner vos réponses. Il faut se creuser la tête. On a profité des moments uniques avec nos enfants, du temps pour la famille, du repos. On a appris à lâcher prise progressivement, du temps pour accueillir notre second enfant. Ah, chouette. Eh oui, là, pour le coup, c'était un congé maternité et paternité version grande largeur. Ouais. Moins de stress, étrangement. C'est pas moi qui dis étrangement. On se ressent sur nos priorités, du temps pour les travaux. Ah oui, des choses qui traînaient à la maison depuis des années. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Moins de temps dans les transports, plus de temps au lit. Ouais, c'est vrai. J'en ai raté quelques-uns, je suis désolée. Faire du tri, prendre conscience de ce qui est essentiel. Un changement d'habitude avec une organisation, loisirs, travail différente dans la journée. La valeur de la vie. On va s'arrêter là. Merci. Vous pouvez continuer à abreuver, mais je trouve ça top. Alors, je suis vraiment désolé, embêté de ne pas voir tout ce que vous dites, puisque Cécile a l'air de crouler sous le flot. Vous voyez, c'est intéressant de se poser la question, ces grandes bifurcations de vie. Alors, est-ce que le Covid-19 est une bifurcation de vie à titre individuel? Je ne sais pas. À titre professionnel, à titre sociétal, c'est une absolue vérité. Mais ces grandes bifurcations, elles nous font peur. Quand on est dedans, on en bave. Mais quand on prend un peu de temps, on se rend compte que ces grandes bifurcations de vie, eh bien, elles nous apportent un tas de choses positives. Et ça, c'est notre responsabilité que de l'envisager. L'optimisme se construit aussi a posteriori. L'optimisme, c'est pas que devant, c'est aussi regarder derrière. Parce que en construisant, en allant chercher
ce qui a été bien derrière, ça va nous permettre de construire un mindset pour ce qui va se passer demain. Et on peut regarder voilà, les grands éléments de notre vie, au-delà du Covid-19, toutes ces choses qui font aussi partie de la vie. Eh bien, comment est-ce que ça nous construit et qu'est-ce que ça nous apporte de positif? Donc, je pense que pour ces 4 raisons, nous sommes parfaitement capables d'être optimistes, même si, voilà, on est tous plus ou moins ancrés. Alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est parfois si difficile d'être optimiste? Face à une réalité, chacun d'entre nous a une manière d'envisager les choses. Chacun d'entre nous, en observant une réalité, va avoir une image qui va passer par un filtre, et chacun d'entre nous a son propre filtre. Et ce filtre, il se constitue de plein de choses. Il se constitue de notre éducation, de notre environnement, de notre nature première, mais tout un tas de choses vont faire que notre expérience, notre éducation va avoir une influence sur la manière de voir les choses. Donc, on va être plus ou moins doué, notamment quand il va s'agir d'envisager une réalité qui serait un changement, par exemple, ou une crise. Eh bien, chacun d'entre nous, dans cette perception de ce changement, aura une vision plus ou moins positive ou négative. Il y a deux grandes manières de voir le changement qui sont 1000 fois pensées et repensées, la notion d'opportunité et de crise. On dit que en chinois, si d'ailleurs certains d'entre vous parlent chinois et vous le confirmeront ou l'infirmeront, on dit que voilà, le mot crise en chinois, c'est la jonction de crise, enfin la notion de changement en chinois, c'est la notion de crise et d'opportunité. Donc c'est les deux faces d'une même pièce. Maintenant, qui a le plus de chances de bien vivre un changement? Celui qui verra évidemment d'abord l'opportunité. Le point, c'est que il va s'agir de se poser la question de pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de voir d'abord l'opportunité. Bien, tout d'abord, c'est difficile parce que mécaniquement parlant, pardonnez-moi, il y a un truc qui, voilà, prie de m'excuser, mécaniquement, comme notre cerveau est programmé pour aller très vite, il va nous inciter à voir d'abord ce qu'il a et qu'il peut perdre, plutôt que d'imaginer. On imagine tous la difficulté qu'il y a à imaginer quelque chose. Donc c'est très concret de voir ce que j'ai à un instant donné et que je pourrais perdre, versus prendre le temps d'imaginer, de concevoir, de percevoir ce que je pourrais gagner. Donc c'est très difficile d'être optimiste, d'abord parce que c'est une histoire de rapidité. Le cerveau est rapide. Il est rapide pour assurer notre survie et donc il voit plus facilement ce qu'il peut perdre que ce qu'il peut gagner. Deuxième chose, eh bien, l'instinct de survie nous incite toujours à analyser d'abord les risques. Dans un environnement nouveau, le changement est une nouveauté. Le changement, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, c'est d'abord une nouveauté. Dans un moment nouveau, notre cerveau est fait non seulement pour voir ce qu'il a, et imaginer ce qu'il pourrait perdre, mais surtout se dire quels sont les risques. Parce que le cerveau est là depuis la nuit des temps pour assurer notre survie. Donc, il va d'abord considérer les risques avant de considérer les opportunités. Troisième point, c'est bien sûr aussi l'éducation, j'en parlais à l'instant, l'éducation et puis ensuite l'expérience, qui va faire qu'on va être plus ou moins capable d'être optimiste. Et c'est probablement ce que je n'arrivais pas à discuter avec les gens qui me disaient « mais toi, ça va toujours bien ». Il y avait une part d'inné, il y avait une part d'acquis due à l'éducation. Et pour l'éducation, il y a je me souviens, il y a quelques années, j'avais entendu à la radio, on avait posé cette question à des Anglais, des Allemands et des Français, quel événement pourrait bouleverser votre vie? Et les Allemands et les Français avaient répondu perdre mon job, perdre du conjoint et perdre du job. Voilà. Et les Anglais avaient répondu gagner à la loterie. Donc on voit bien, il y a une dimension très culturelle évidemment, et donc la culture et l'éducation peuvent jouer considérablement sur ce sujet-là. Donc c'est très mécanique d'être pessimiste, ou c'est très mécanique d'être difficilement optimiste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a des éléments de l'inné, il y a aussi pas mal de choses qui sont de l'acquis, mais tout ça n'est pas figé. C'est très important de penser que tout ça n'est pas figé. On peut lutter contre ça assez, je ne veux pas dire facilement, mais aisément. Alors comment faire croître l'optimisme? La toute première chose, ça va être de bien comprendre une chose, c'est que l'optimisme est un muscle. Et la toute première chose que je veux que vous ayez à l'esprit,
c'est que je veux que vous soyez convaincus, ou vous réussissiez à vous convaincre que vous pouvez être optimiste si aujourd'hui vous avez le sentiment d'être pessimiste. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on prenne quelques instants et que vous mettiez à la barre de chat, selon vous, est-ce que vous êtes plutôt, vous vous sentez comme étant quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste? Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Alors, optimiste, optimiste, optimiste. Pessimiste, plutôt pessimiste. Optimiste, 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 ça dépend selon les domaines. Ça dépend, j'aime bien ça aussi. C'est pas la question que j'ai posée. Hein. Ça dépend de l'heure de la journée, mais plutôt pessimiste, optimiste. Les deux. Optimiste, réaliste. Optimiste, réaliste ou optimiste et réaliste? Les deux. Optimiste, réaliste. C'est-à-dire les deux associés, optimiste, réaliste. C'est ça? Okay. C'est ça, oui. Parce que ça peut être on peut être optimiste, on peut être réaliste, on peut être optimiste, réaliste. C'est vrai. Je pensais pas que c'était si compliqué, Laurent, hein. Mais c'est ouais, effectivement. Moi non plus, j'ai commencé à me dire, mais mince, dans quoi j'ai mis le doigt? C'est toi, François, c'est ça? Pardon? C'est François? C'est Cyril. Cyril, pardon. C'est effectivement les deux. Optimiste, mais en ayant quand même conscience que, bon voilà, il y a aussi des réalités qui s'imposent. Donc, d'accord. Je ne sais pas dire si c'est et ou associé, mais je note ta remarque, effectivement. Ça me va. Bon, vous voyez, c'est intéressant. Donc, on est tous plus ou moins optimistes, mais qu'on soit optimiste ou réaliste ou pessimiste, pensez une chose, c'est que l'optimisme est un muscle. Et si je dis que c'est un muscle, c'est que ça peut se travailler. C'est comme un muscle, le muscle d'un bras, d'une jambe, un abdos, ça se travaille. Plus on va le travailler, plus il va avoir de facilité à répondre à l'effort qu'on va lui demander. Moins on va le travailler, moins ce sera évident, plus ce sera difficile de travailler cet optimisme. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et quand je vous dis d'être convaincu, ça sent l'incantation, l'incantatoire, mais il y a un peu de ça. C'est soyez convaincus que l'on peut changer. Le meilleur moyen pour réussir à s'en convaincre, ça va être de tester. Et donc moi, je vais vous demander là sur les 11 points supplémentaires qui vont venir, et même dès aujourd'hui, dès maintenant, dès ce premier point, c'est de vous autoriser à changer, c'est-à-dire de vous mettre dans cette dynamique de m'obliger à changer, vous mettre en action. J'ai pas pris le temps de faire un tour de table parce que le temps est vraiment court, mais qui a tenté des choses depuis nos 2 premières conférences? Qui a testé des choses? Si vous n'avez rien testé suite à nos 2 premières conférences, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous êtes là aujourd'hui, ça a l'air de le prouver, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose, ces conférences. Ces conférences, elles ont pour objectif de nous réunir, de nous faire réfléchir, mais surtout, moi, mon objectif, ma mission, c'est de vous pousser à l'action. Et donc, la première chose, c'est soyez convaincus que vous pouvez changer à la condition expresse de vous mettre en mouvement. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, il y a d'autres qui disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont raison tous les deux, expliquait Henry Ford. Si je pense que je peux faire, eh bien je vais faire. Si je pense que je peux pas faire, je ne ferai pas. Mais dans les 2 cas, je serai parfaitement en accord avec moi-même. Ayez la conviction, je vous assure que si vous bougez les choses vont bouger avec vous-même. Le deuxième point, la deuxième clé, qui en fait là est une clé très opérationnelle, consiste à considérer notre environnement. On va distinguer nos zones d'influence. Et ça, c'est vraiment très très important pour faire croître notre optimisme. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que il y a plusieurs sphères. Alors, je les ai représentées, on pourrait en trouver d'autres appellations. Il y a moi, il y a ma sphère à moi, il y a les autres, et puis il y a l'environnement. Chacune de ces sphères nous est, on peut atteindre chacune de ces sphères, puis il y a une partie de ces sphères qui nous est parfaitement impossible d'atteindre. En tout cas, ou quasi impossible. Je ne veux pas dire impossible parce qu'on n'est jamais, l'impossible est toujours possible, mais des choses qui sont vraiment très très loin. Et ce qui est très important, si on veut faire croître notre optimisme, c'est qu'il va aussi falloir mettre notre énergie là où nous avons du contrôle. Parler des choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas, sur lesquelles nous n'avons aucun impact, ça peut être intéressant intellectuellement parlant. Maintenant, se mortifier, se mortifier parce qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses sur des trucs qu'on ne maîtrise pas, c'est surtout
se mettre le moral dans les chaussettes. L'optimisme, c'est aussi la personne, c'est aussi ce comportement qui consiste à se dire où est-ce que j'ai du contrôle. J'ai du contrôle sur la vie des autres à condition que cette vie-là me soit partagée par les autres. Si cette partie de leur vie n'est pas partagée, je n'ai aucun contrôle sur eux. J'ai du contrôle sur mon environnement, sur cette partie de l'environnement que je partage. Mais la partie de l'environnement qui m'est complètement étrangère, je veux dire objectivement, le Covid, la souche du problème, c'est que moi, je peux rien y faire. Je peux faire me laver les mains, faire attention, être en distance plutôt qu'être avec vous, mais il y a un tas de trucs. Je veux dire, je peux bien me prendre la tête sur le Covid, je n'ai pas d'impact sur le Covid lui-même, j'ai un impact sur sa manière de sa propagation, mais sur le Covid, je n'ai aucun impact. Donc, quand j'entends des gens toute la journée se prendre la tête, écouter la radio, écouter la télé, être flippés, je me dis, ok, très bien, mais ça leur apporte quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et quand on se sent démuni, quand on se sent sans contrôle, c'est là que les choses deviennent difficiles. Arrêtez de considérer ce qui nous échappe et mettre notre énergie sur ce qui est à portée de main. Ça, c'est important. Donc, arrêtez de focaliser sur ce qui nous échappe. Moi, j'aimerais que vous posiez la question, aujourd'hui, dans votre environnement professionnel, mais aussi personnel et professionnel, c'est intéressant aussi de savoir quand on est sur des négociations, quand on est chez un client, quand on est dans une négociation commerciale ou quand on est chez un client, il y a des choses sur lesquelles on peste, sur lesquelles nous n'avons pas d'impact. Et puis, des choses sur lesquelles on peste, sur lesquelles nous avons de l'impact. Inutile de traiter les deux au même niveau, hein. Ça ne sert à rien. Et je voudrais vous poser la question, si ça vous vient, je sais que la question est difficile et on n'a malheureusement pas suffisamment de temps. Habituellement, je vous ferai développer davantage, mais compte tenu du format qu'on a choisi, on ne peut pas aller au bout pour tout le monde. Mais je voudrais vous poser la question, quel est ce sujet sur lequel vous dites, tiens, je vais arrêter d'investir de l'énergie parce qu'en fait, je me rends compte que ça ou pisser dans un violon, ça n'a finalement aucune différence. Ou au contraire, peut-être quel est le sujet sur lequel vous allez mettre les bouchées doubles en vous disant peut-être que là, j'ai beaucoup plus d'impact et ça serait peut-être plus intéressant que je mette mon énergie ici. Question difficile, j'en conviens. Sur quel sujet allez-vous arrêter d'investir parce que vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien? Ah, je crois que tout le monde est en intense réflexion. Bon, alors quels sont les sujets sur lesquels vous dites que vous allez mettre les bouchées doubles parce que vous vous rendez compte que ça a de l'impact? Vous dites, si j'ai envie d'avoir encore plus d'impact, si j'en mets un peu plus, ça ira encore plus vite, plus fort. Alors, j'arrête d'aider ma mère avec l'entrée chez elle et je vais me concentrer sur les travaux chez moi. Me focaliser sur l'organisation de mon travail plus que le respect des délais quand ça ne dépend pas de moi. Super. Le tri. Ah, le tri, excuse-moi. Pour la toute première, c'était le tri. C'était le tri, d'accord. Pas l'entrée, mais le tri. Oui. Ok, je comprends. Le rendement au travail. Ok. Bon, voilà, ça donne quelques pistes. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais voilà, concentrer notre énergie sur ce sur quoi on a de l'impact. L'optimisme, c'est aussi sentir que ce que je fais produit des effets. Si je mets beaucoup d'énergie, je me rends compte que ça produit rien, au bout d'un moment, à minima, ça m'épuise. Et puis derrière, ça me fait dire, de toute façon, tout ce que je fais ne sert à rien. Et donc, vous comprendrez bien que petit à petit, sur la courbe de Gauss, on passe de ça sert à rien à en fait, tout ça est complètement perdu. J'aime beaucoup cette citation. Le golf, un sport où on doit tenter de contrôler une balle avec des outils tout à fait inadaptés à cet effet. Voilà, c'est une illustration humoristique de mettre notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Alors, c'est sûr que si je prends le club de golf de la bonne manière, je peux éventuellement produire quelque chose, mais il y a plein d'autres manières avec lesquelles le club de golf ne me servira absolument à rien. Donc, deuxième point, distinguer notre zone d'influence. Troisième point, alors, troisième point, ouais, bon, allez, je vais le faire comme ça. Avoir des objectifs clairs. Avoir des objectifs clairs,
On en avait parlé ensemble, rappelez-vous, lors de la première, la première conférence. Plus je sais ce que je veux, plus j'ai de chances de l'atteindre. C'est la condition principale pour profiter d'opportunités. Si je sais ce que je veux, je peux en chemin trouver des choses qui vont m'en rapprocher. Si en revanche, je ne sais pas ce que je veux, est-ce qu'on peut parler d'opportunités? On peut parler de hasard, plutôt heureux, mais est-ce que je peux parler d'opportunités? Non, je peux juste parler de moments qui m'auront été proposés. Il y a, je voudrais qu'on fasse l'exercice. Est-ce que quelqu'un a un avis sur la vaccination? Est-ce que quelqu'un a un avis? Est-ce que quelqu'un est pour ou contre la vaccination? Et j'ai pas pour vocation de juger quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un est pour ou contre la vaccination? Pour. Allez, est-ce que quelqu'un qui est pour veut bien en discuter avec moi? Donc là, il va falloir rebrancher son micro et tout. Faut y aller. Ça va être rapide et je suis franchement sympa. Personne ne veut en parler avec moi. Si, il y a Adrien. Vas-y, Adrien. Allez, Adrien, on est parti. Adrien, explique-moi pourquoi tu es pour la vaccination. Bonjour, déjà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, très très bien. Ouais, parfait. Parce que pour moi, d'abord, je fais confiance à ceux dont c'est le métier de le faire et de le valider, ce genre de principe. Parce que j'estime que c'est une protection collective et qu'il est certainement utile de participer à une protection collective, en particulier dans les circonstances actuelles. Et globalement, je pense aussi parce que j'ai pas observé, j'imagine que j'ai pas observé d'effets négatifs sur toutes les vaccinations que j'ai pu subir moi-même ou voir autour de moi par le passé. En tout cas, pas de façon suffisante pour que ça me fasse me dire qu'il y a vraiment un problème. Ok, bon, très bien, parfait, j'en conviens. Je te propose de refaire la même chose. Explique-moi pourquoi tu es pour la vaccination. Tu peux me répéter quelques-uns des arguments? Oui, quelques-uns. Déjà parce que je fais confiance aux personnes. Pardon, Adrien. Faire confiance, tu vois comment ça se passe aujourd'hui? Tu as vraiment confiance dans ce qui se passe? Alors, oui, je pense que, moi, j'ai effectivement confiance dans ce qui se passe. J'ai confiance dans. On peut pas avoir confiance. On peut pas avoir confiance. On patine on patauge même depuis des mois et des mois. Les vaccins, mais avant ça, les masques, et puis avant ça, le gel. On patine, on patauge. C'est une blague. Ah, c'est un point de vue que je ne partage pas forcément, non? Si, c'est une blague. Non, mais on peut pas. Attends, comment avoir confiance? Peut-être qu'il était difficile de faire beaucoup mieux avec les billes que les personnes avaient. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ok, très bien, Adrien. Merci, Adrien. Tout ça n'était évidemment qu'une. Voilà, je voulais juste profiter de cette discussion avec toi. Quelle est la discussion la plus facile dans les deux là qu'on a eues? La première ou la deuxième? Ah, clairement la première. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle est facile? Déjà parce on me laisse parler. On me laisse dérouler mon argumentaire, on ne me coupe pas la parole. Et puis, on ne m'oppose pas des arguments, pas des arguments justement, on ne m'oppose pas des ressentis sur une situation. Oui, et effectivement, la deuxième est plus compliquée, elle est peut-être moins agréable. Maintenant, dans laquelle des deux on a une chance d'apprendre le plus de choses? On a plus de chances d'apprendre quelque chose, sans doute dans la deuxième, puisqu'il y a un échange. Oui, mais c'est plus compliqué. Après, ça dépend de la qualité de l'échange également et des arguments qui sont amenés en face. Adrien, s'il te plaît. Mais oui. Non, mais je parle de façon plus générale, c'est-à-dire que c'est une discussion. Oui, je comprends. Les interlocuteurs n'ont pas toujours le même niveau d'argumentaire. C'est vrai. Il est exactement là le point. Et merci Adrien d'être prêté à cet exercice. C'est-à-dire que avoir un objectif clair, plus je sais ce que je veux, plus j'ai de chances de l'atteindre, plus je peux saisir les opportunités. L'exemple de cette discussion, elle est l'illustration. Vous voyez,
quand moi j'ai pas tellement de conviction, bah, je me laisse un peu guider au gré des arguments d'Adrien, et puis bah, Adrien, pour lui, ça va être facile. Lorsque moi je commence à avoir un avis, il y a une discussion beaucoup plus âpre. Et quand on a un objectif clair, quand on a des convictions qui sont plus affirmées, lorsqu'on a des envies qui sont plus fortes, les choses sont plus difficiles parce que en face de nous, il y a des gens qui ne vont peut-être pas avoir le même état d'esprit, le même point de vue, le même objectif, et on va se retrouver en crispation, en cristallisation. Mais on a plus de chances de profiter d'un point de vue auquel on n'avait pas pensé. On a plus de chances d'avoir une opportunité qui va se présenter à nous parce que on va mettre en œuvre un objectif clair. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, en d'autres termes, il y a toujours quelqu'un qui va savoir quoi faire de nous pour nous amener à un endroit qui ne sera pas le nôtre, mais qui sera le sien. Et nous, on va se retrouver portés par le vent de quelqu'un d'autre. Avoir un objectif clair, c'est se porter dans un environnement. Ok, je veux aller là-bas, alors je vais peut-être tirer des bords, je vais peut-être être empêché, je vais peut-être devoir franchir des obstacles, mais en tout cas, j'ai plus de chances d'arriver où je veux, et surtout de saisir des opportunités. Quand je ne sais pas où je veux aller, j'ai pas d'opportunité, je n'ai que des hasards. Des hasards plus ou moins favorables. Le hasard de quelqu'un qui va se servir de moi pour son propre objectif et qui va peut-être m'emmener à un endroit où j'ai envie. Mais si vous saviez le nombre de personnes que je rencontre, que j'accompagne, qui me disent, en fait, je me rends compte que je suis à un endroit où j'ai jamais très bien voulu, je dis pas que j'ai voulu être ici, mais j'ai jamais décidé d'arriver ici. Mais simplement, je me suis laissé guider parce que c'était confortable, parce que c'était stimulant, parce que c'était valorisant. Faire croître l'optimisme, c'est aussi avoir des objectifs clairs. Plus vous savez ce que vous voulez, plus vous avez de chances de l'atteindre. Et plus vous savez ce que vous voulez, plus nous savons ce que nous voulons, plus nous avons de chances de saisir une opportunité et non pas un hasard. Quatrième point pour gagner en optimisme, pour faire croître notre optimisme, ça va être pourquoi j'ai pris ces photos de la roue, c'est qu'en fait, si vous regardez bien la première roue, alors, les premières roues, elles étaient en pierre, vous voyez, c'était quand même très travaillé, mais par rapport aux roues qu'on fait aujourd'hui, qui sont tout au bout, qu'on ne voit pas, mais il suffit de regarder les roues de nos voitures, on voit qu'il y a une évolution considérable. Et ce que je voulais dire par là, c'est que il faut chercher à optimiser pour faire croître l'optimisme. Et optimiser, c'est important. Quand je parle d'optimiser, c'est chercher le maximum de retour sur investissement. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par chercher le maximum de retour sur investissement? C'est-à-dire chercher une solution et pas chercher la solution. Et j'insiste, optimiser, ça n'est pas chercher la meilleure solution. C'est chercher la solution qui va nous permettre de faire ce qu'on a besoin de faire, de sortir de l'ornière, si je dois reprendre une métaphore routière. C'est chercher une solution et pas la solution. Le cerveau est une machine qui cherche à optimiser. Quand on est dans la galère, la question n'est pas de savoir si je vais trouver la meilleure solution, mais c'est de trouver une solution qui va me sortir de ma galère. Le cerveau est fait pour ça. Toutes les fois où on se met à vouloir chercher la solution, qu'est-ce qu'on va créer? Pourquoi est-ce que c'est plus optimiste et plus facile de trouver une solution plutôt que de trouver la solution? Je vous laisse réagir. Pourquoi c'est plus facile de trouver une solution que de trouver la solution? Parce qu'il y a plusieurs solutions. Parce oui. Il y a plus de possibilités. Quand on cherche la solution, on élimine les options qui auraient pu suffire et ça consomme beaucoup d'énergie. Exactement. Bien sûr. C'est très angoissant de chercher la solution à un problème. C'est très, très tétanisant. Quand vous dites à quelqu'un il n'y a qu'une seule solution, ça veut dire que si je dis un truc et que c'est pas bon, c'est foutu. Si je tombe pas juste tout de suite, c'est foutu. Non, il y a plusieurs solutions, et que ce soit en management, que ce soit techniquement parlant, que ce soit sportivement parlant, que ce soit à la maison, que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos amis, il y a plusieurs solutions à un seul et même problème.
Un problème, plusieurs solutions. Il y a toujours plusieurs solutions. Et pourquoi je vous montre ces roues? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de vouloir trouver la solution. Parce que si vous regardez dans votre métier, qui est un métier extrêmement technique, vous remarquerez que ce que vous avez peut-être considéré à un moment comme étant le fin du fin, eh bien aujourd'hui, c'est dépassé. Ça a été remplacé. L'humanité est faite de remplacement. Je ne pousserai pas l'histoire du grand remplacement, mais cette histoire de grand remplacement, je veux dire, intellectuellement parlant, si on regarde, l'humanité est une succession de grands remplacements. L'humanité, je veux dire, le type qui a fait sa première roue, on était peut-être très content, c'était la plus belle roue qu'il ait jamais faite de toute son existence, mais aujourd'hui, on a largement dépassé le bazar. Ne cherchons pas la solution. Autorisons-nous à trouver une solution. Et être optimiste, c'est se dire qu'il y a plusieurs solutions. Et qu'une seule solution suffira à me sortir de ma galère. Alors qu'il y en aurait plein d'autres, mais une seule me suffira. Et ça, c'est très darwinien comme état d'esprit. L'optimisation, c'est très darwinien. C'est pas les plus forts ni les plus intelligents qui survivent. C'est ceux qui sont les plus capables de s'adapter au changement. C'est ceux qui sont les plus adaptables. Et s'adapter, c'est trouver une solution. Il y a plein d'autres. Mais là, ok. Pensez bien que, au gré de l'évolution des espèces, c'est pas forcément le truc le plus abouti qui a assuré. Parfois, c'était le truc le plus pragmatique. Soyons pragmatiques. Contentons-nous d'être pragmatiques. Et je vous assure que tout est beaucoup plus facile. Donc, une question qui est très intéressante, quand on est en galère, quand on est en difficulté, c'est de se dire, c'est une question, vous l'expérimenterez avec vos enfants pour ceux qui ont des enfants, mais aussi avec vos proches, mais avec vous-même. C'est quand on est en galère, les gamins disent, j'ai un truc, il va regarde autour de toi. Avec quoi tu peux faire ici et maintenant? La solution, elle est forcément autour de toi. Si la solution, tu dois la trouver à 4 km où il faut appeler, la solution, elle est autour de toi. Cinquième point, si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à m'interrompre, en tout cas à me questionner via la barre de chat. Cinquième point, c'est l'histoire d'Ivan Lendl. Alors, les plus anciens d'entre nous connaissent Ivan Lendl, les plus jeunes peut-être. Il est surpris de voir des gens d'à peine 20 ans connaître Ivan Lendl. Ivan Lendl était un très très grand joueur de tennis tchécoslovaque qui ensuite est devenu américain, de mémoire. Il avait une particularité, c'est qu'il avait un excellent coup droit. Mais il avait un revers, c'est une passoire, il avait un revers terrible et il a beaucoup stagné aux alentours de la 10e place mondiale et donc il a décidé de changer de coach pour l'aider à progresser. Et ce coach-là a eu comme idée de le faire beaucoup travailler sur son revers. Donc il a énormément travaillé sur son revers. Il a gagné quelques places, mais il n'a jamais dépassé la 5e ou 6e place. Et donc est venu le moment de changer de coach en se disant qu'est-ce que vous peut faire d'autre. Et là, le coach qu'il a eu l'a au contraire incité à travailler exclusivement sur son coup droit. C'est-à-dire qu'il lui a dit, écoute, ton revers est pas terrible, on n'en fera jamais le meilleur revers du tournoi, du circuit. Par contre, on va faire de ton coup droit le meilleur des coups droits du moment. C'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu numéro 1. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait évidemment comblé le trou dans la raquette, sans mauvais jeu de mots, une fois qu'il avait comblé ce gros point faible, il a dit, OK, on va s'intéresser à ton talent. Entendons une chose, c'est qu'on ne performe que sur nos talents. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, jamais vu une entreprise, un patron de boîte, un patron d'industrie devenir le meilleur, le numéro 1 sur un truc qu'il ne savait pas faire. Si on veut être bon, si on veut être le meilleur, vaut mieux s'atteler sur les choses sur lesquelles on est vraiment très très bon et très facilement bon. Donc, exploiter nos talents. Exploiter nos talents, ça c'est important. Et surtout, c'est profitable. Et je dirais même en user, en abuser, un peu comme Ivan Lendl. C'est en mettre des caisses et des caisses, quoi. Là où je suis bon, il faut en profiter. Il ne faut pas être timide, surtout pas être timide de nos facilités. Mais alors, c'est quoi un talent? Si on y réfléchit, c'est quoi un talent? Allez, non, je tente pas le tour de table. Je vous le donne parce qu'on a encore quelques points à voir. Un talent, c'est quoi? C'est un truc que l'on fait mieux. Que l'on fait mieux que les autres. Que l'on fait avec moins d'efforts. Avec plus de réussite. Que l'on fait avec beaucoup de plaisir. Et souvent,
et souvent sans s'en rendre compte. Un talent, c'est un truc qu'on fait mieux que les autres, avec plus de facilité, moins d'efforts, plus de résultats, et surtout, beaucoup de plaisir, et sans s'en rendre compte. Jusqu'à un jour, quelqu'un qui me dit, mais tu sais que ce truc-là, tu le fais super bien, et nous, on dit, bah, écoute, ouais, mais enfin, bon, je le fais naturellement, quoi. Oui, c'est très naturel. Du coup, on s'en rend pas compte. Et donc, la question qui revient, et les gens qui me connaissent, les gens que j'ai l'occasion de voir en formation ou même en accompagnement, en coaching, vous connaissez ce principe chez moi, c'est quel est ton talent, quoi. Quel est mon talent? Si vous n'êtes pas capable, je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, à quel est votre talent ou vos talents, quels sont vos super points forts, vous avez un trou dans la raquette considérable. Et en termes d'optimisme, c'est super intéressant de connaître son talent parce que on sait qu'on a un truc sur lequel on peut y aller, quoi. On est solide de chez solide. Et ça permet aussi de gagner en optimisme. Quel est votre talent? Si vous n'êtes pas capable, et j'insiste, de comprendre votre talent, et le tout premier point d'un point de vue professionnel, si vous n'êtes pas capable de me dire clairement pourquoi vous avez été embauché à ce poste-là, vous êtes déjà en manque de talent. Et je reformule même mon affirmation. Si à la question pourquoi on vous a embauché, votre seule réponse c'est je pense, il manque quelque chose. Vous devriez être convaincu à 2500% de la raison pour laquelle on vous a pris à ce poste-là, que ce soit un poste chez un client, que ce soit un poste de management, un poste de développement. Pourquoi on vous a pris vous plutôt qu'un autre? Ou parce que vous êtes arrivé premier à un concours de circonstances? Quel est votre talent? Quels sont vos points forts? Sur quoi est-ce que vous pouvez abuser, user et vous maintenir et vous soutenir quand vous êtes dans la difficulté? C'est ça aussi qui nous rend optimistes. Savoir que j'ai toujours une carte à jouer, la carte de mon talent, et que celui-ci, avant de me déloger, il va falloir être costaud. 6e point. Alors 6e point. Allez, il faut absolument que je vous montre ça. Je vous laisse regarder. Donc, combien de passes l'équipe blanche va-t-elle faire? Je vous demande d'être très très attentif au nombre de passes que l'équipe blanche va faire. Combien de passes? Attention, il faut être très 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 concentré sur le nombre de passes. Oui, l'équipe blanche, attention. Attention, on est presque à la fin. Ok, combien de passes l'équipe blanche a-t-elle réalisé? Le résultat était 13. Combien de personnes ont trouvé 13? Ah, on n'est pas trop loin. 13, 12, 11, 13. J'étais à 12, 12. Ok. Une dizaine, Bon. c'est pas très loin. Qui a vu un truc improbable dans cette vidéo? Il s'est passé un truc parfaitement improbable dans cette vidéo. Arnaud, il l'a vu. Ok. Arnaud, tu connaissais ou pas? Oui, il connaissait. Ok. Pour les gens qui ne connaissaient pas, est-ce que vous avez vu un truc parfaitement improbable dans cette vidéo? Et si oui, lequel? Non, apparemment, ils n'ont pas vu du Personne. tout. On est combien, Cécile? On est une 60aine. 60. Il y a un ours qui a fait un moonwalk. Regardez bien ce qui s'est passé. Et voilà l'ours qui fait le moonwalk. Vous voyez, il prend son temps quand même. Hein. 60 personnes, il n'y en a pas une qui a vu qu'il y avait un ours qui faisait un moonwalk. La conclusion, elle est simple. Hein. C'est très facile de rater quelque chose qu'on ne cherche pas. On pourrait aussi dire qu'il est nécessaire de faire l'effort d'aller chercher des choses. Plus je vais chercher des choses, plus j'ai de chances de les trouver. Un petit peu comme je disais tout à l'heure hein, sur l'objectif. Plus je vais chercher les choses, plus j'ai de chances de les trouver. Si je ne les cherche pas, comment pourrais-je les trouver? C'est ce que j'appelle la notion de prophétie autoréalisatrice. Vous savez, quand on se dit que ça va être le bazar, bizarrement, si on veut bien se convaincre que c'est le bazar, si on veut bien se pourrir une soirée, il suffit de se dire la soirée va être nulle. Va être pourrie, machin, tout ça. Croyez-moi, quand vous cherchez les ennuis, vous les trouvez. Hein. Eh bien, et si on faisait l'inverse? Si on s'autorisait ce que j'appelle les plaisirs anticipatoires.
Se poser la question de pourquoi me réjouir. Tiens, il y a ce truc qui me gonfle. C'est qui ce collègue avec qui j'aime pas tellement bosser? C'est quoi cette réunion à laquelle je dois assister qui me gonfle? C'est quoi cette soirée à laquelle je dois me rendre avec mon conjoint? C'est quoi ce déplacement? C'est quoi ce week-end? Cherchez les noises, cherchez les ennuis, cherchez les trucs qui vont pas. On a plus de chances que ça se produise. Et on dit, bah voilà, c'était cette prophétie autoréalisatrice. Eh ben oui, j'étais sûr que ça se passerait mal. Et d'ailleurs, bim, ça se passe mal. Et lui, il est ceci, lui, cela. Si on faisait l'inverse, si on se posait la question de pourquoi me réjouir? Pourquoi me réjouir de bosser avec ce collègue qui est aussi chiant? Oui, ok, il est chiant, il est pénible. Ok, mais pourquoi je peux me réjouir de bosser avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qu'il a comme qualité? Qu'est-ce qu'il nous apporte au projet? Qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Pourquoi je peux me réjouir de ce week-end que je vais aller passer chez Tati, machin, à l'autre bout de la France? On va bouffer, on va manger, et puis c'est loin. Non, mais pourquoi je peux me réjouir de ce week-end? Pourquoi je peux me réjouir? Faire l'effort de trouver, chercher, obliger notre cerveau à confirmer du positif plutôt que de l'obliger à confirmer du négatif. Rappelez-vous, le cerveau ne peut pas voir ce qu'il ne cherche pas. Personne n'a vu l'ours. Et c'est Arnaud tout à l'heure qui a trouvé. Arnaud, il y a un truc fabuleux et il y a une expérience qui s'appelle, d'ailleurs vous pouvez tous aller le voir, c'est le truc du monkey et je vais vous envoyer, Cécile, tu me fais penser à vous envoyer la vidéo. Il y a une vidéo qui fait suite à celle-ci et vous allez voir le truc, ce que je viens de vous dire là et ce que je viens de vous démontrer est encore plus fort grâce à cette vidéo. D'accord? Donc je vous l'enverrai. Même les gens qui le connaissent finissent par se planter eux aussi. Donc la prophétie autoréalisatrice, aider notre cerveau à confirmer un truc de positif. Ça va nous aider à être optimistes. Parce qu'il va se passer des bonnes choses. Pourquoi me réjouir? 7e point. Vous êtes sur la route, il y a un obstacle. Est-ce qu'il y a des motards parmi nous? Si Cédric Jacot est là, je sais qu'il est motard. Face à un obstacle sur la route, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est motard? Quelle est la consigne qui nous est donnée par les professeurs de moto-école? On a au moins un motard. Alors, c'est quoi la consigne? Quand tu vois un obstacle comme ça, mentalement, qu'est-ce que tu te dis? On aura maximum 10 minutes de retard. Peut-être 7. Il faut l'éviter. Ouais. Alors, oui, bien sûr. Mais même les automobilistes et les cyclistes disent ça. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est que, en fait, la consigne que donne un professeur d'auto-école, de moto-école, souvent, c'est de dire ne regarde pas l'obstacle, regarde où tu dois aller plutôt que l'obstacle. Qu'est-ce que je dois faire plutôt que ce que je dois éviter? Où est-ce que je dois passer? Et notamment, quand on fait des exercices de manipulation au tout début sur les parkings, les moniteurs te disent ne regarde pas ce que tu veux rater, regarde ce que tu veux réussir. Ne regarde pas ce que tu veux éviter, pardon, regarde ce que tu veux faire. C'est ce qu'on appelle la formulation active. Expliquer à notre cerveau ce qu'on veut plutôt que ce qu'on craint. Et faire formuler à notre cerveau ce qu'on veut plutôt que ce qu'on craint. Je ne cherche pas à éviter l'obstacle, je cherche à passer à droite ou à gauche. Enfin, à gauche plutôt d'ailleurs. Parce que souvent, quand je suis focalisé sur l'obstacle, eh bien, je vais avoir une tendance, et les motards, on le voit bien quand on fait ces exercices d'habileté avec les motos, quand on regarde l'obstacle, on finit par se foutre sur l'obstacle. Notre cerveau, on aurait 60 000 pensées par jour. Quand je dis on aurait, ce sont les études des neuroscientifiques. 60 000 pensées par jour, jour et nuit comprises. Sur ces 60 000 pensées, il y en aurait 57 000 parfaitement inconscientes. Sur ces 57 000 inconscientes, il y en aurait 54 000 qui seraient parfaitement répétitives, et même d'une journée sur l'autre. Et le problème, c'est que sur ces 54 000, il y en aurait 48 000 qui sont négatives. Donc c'est sûr que quand je vous parle d'optimisme, quand on a 48 000 pensées négatives par jour, dont l'immense majorité, vous l'aurez compris, sont parfaitement inconscientes, on comprend pourquoi le cerveau, on a une petite tendance au pessimisme. Mais en même temps, rappelez-vous, hein, le cerveau, il est fait pour assurer notre survie, donc à voir plutôt les dangers, à voir ce qu'il pourrait craindre. Notre cerveau, quand il rentre dans une pièce, il analyse des dizaines, des centaines, des milliers d'informations qui sont des informations de risque. Notre cerveau,
fonctionne en mode actif. Mais il a une tendance à aller vers le négatif. Le cerveau est fait pour aller vite. Donc, il fonctionne en mode actif. Le cerveau, c'est très compliqué pour le cerveau, la négation. Et comme il doit aller en mode rapide, il a du mal à comprendre ce que je lui dis. Et si je lui dis, ne te prends pas la pierre, et d'ailleurs, je reprends ce que tu disais tout à l'heure pour notre motard, quand tu dis, je dois l'éviter, effectivement, c'est quoi l'évitement? Plutôt que de, attention à la pierre, c'est où est l'évitement? Expliquer au cerveau ce qu'on veut plutôt que ce qu'on craint. Les mots vont influencer l'esprit et l'esprit va influencer l'action. Si j'explique à mon corps que je ne veux pas prendre la pierre, sous pression, et quand je vais aller vite, le cerveau il va tendance à avoir pierre. Alors que lui expliquer à gauche, ça a beaucoup plus de sens. Un exemple très simple, je n'irai pas beaucoup plus vite, mais beaucoup plus loin, juste pour l'un d'entre eux. Vous voyez, ça c'est le genre de formulation que chacun d'entre nous pourrait écrire ou dire. Si ça ne te pose pas de problème, j'aimerais que nous ne poursuivions pas les tests. On passe notre vie à expliquer ce qu'on ne veut pas. Ne m'attendez pas. Je ne peux pas répondre à ta demande par la positive. Non mais vous voyez comme c'est dingue ça. Moi j'étais là. Je ne peux pas répondre à ta demande par la positive. Forcément quand on est sous pression, et c'était le cas parce que c'est un exercice, une mise en situation, le participant qui jouait le rôle d'un collaborateur à qui on devait dire non, on devait lui dire non pour une demande, je sais plus, de congé, de RTT ou quoi qu'est-ce, le participant qui joue le rôle du manager, comme certains d'entre vous vont faire une formation management là prochainement, jeudi, le participant qui joue le rôle du manager a eu cette phrase, je ne peux pas répondre à ta demande par la positive. Et bien, figurez-vous que le participant qui joue le rôle du collaborateur s'est retourné vers nous et nous a dit, ah ben vous avez changé l'exercice. Il avait entendu positive. Expliquons au cerveau, expliquons aux gens ce qu'on veut, non pas ce qu'on craint. Et donc voilà, je vous laisse les découvrir, à part peut-être la dernière qui est moins pertinente. Mais globalement, vous voyez, certains d'entre nous sont précipités sur la dernière. Expliquer aux gens ce qu'on veut, non pas ce qu'on craint. La formulation active. Notre cerveau est câblé en mode actif, il comprend l'action, mais sauf qu'on passe notre vie à lui expliquer la négation. Et c'est très compliqué pour lui. Et donc, quand il est sous pression, il va aller vers l'action. Attention à la pierre, bille la pierre. Passe à gauche, là, ça passe. Expliquez-moi ce que vous voulez, non pas ce que vous craignez. Huitième point, la représentation optimiste. Ça fait beaucoup de choses, j'en ai conscience, on s'est fixé un objectif ambitieux. Le huitième point, c'est la représentation optimiste. La représentation optimiste, c'est non pas de voir les choses avec des lunettes roses, quoique, mais c'est le propre du pessimiste, c'est que quand il se plante, il dit OK. Par exemple, vous perdez une affaire ou vous n'êtes pas pris chez un client ou vous ratez un entretien, vous dites c'est ma faute. C'est ma faute, j'ai été nul. De toute façon, en même temps, je suis mauvais, quoi. Je suis mauvais et puis c'est pas que au boulot. Je peux vous dire qu'à la maison, vous verriez les relations que j'ai avec mes gosses, c'est pourri. La représentation optimiste, c'est d'envisager que notre responsabilité peut être externe. Bah écoute, oui, j'ai perdu cette affaire parce qu'il y avait quelqu'un qui était meilleur que moi. Ou alors la concurrence était meilleure. Bon, bah ça arrive. Et puis, je me suis planté ce coup-ci, mais la prochaine fois, je réussirai. Mais bon, en tout cas, là, je suis pas bon, mais je t'assure que quand il s'agit de défendre un consultant et pas un projet, je suis bien meilleur. La représentation optimiste, c'est de comprendre une chose, c'est que les choses ne sont pas figées. Rien n'est permanent. Si vous vous trouvez ou si vous êtes avec quelqu'un qui passe son temps à dire qu'il est mauvais et puis qu'il est mauvais partout et tout le temps, et que c'est beaucoup de sa faute, sa très grande faute, là, on est dans le pessimisme chevillé au corps. Quand vous vous surprenez à avoir ce genre de propos, tentez de vérifier, tentez de remettre les choses en perspective. Bon, ok, attends. Est-ce que c'est vraiment ma responsabilité? Est-ce que c'est pas aussi un peu dû? Est-ce que je maîtrisais tout? Est-ce que c'est momentané ou est-ce que c'est permanent? Et puis, est-ce que c'est sur ce truc-là ou est-ce que c'est tout le temps? La représentation optimiste, elle est cette capacité à avoir une responsabilité externe, une validité momentanée et puis un champ d'action qui est limité. Attention, plus on va pousser le truc vers ce n'est jamais de ma faute, ça n'est jamais valable et ça n'est que sur des épiphénomènes, là on va tomber dans l'inconscience dont on parlait tout à l'heure. Et c'est notamment à ça que je repère le passage de l'optimisme à l'inconscience. 9e point, l'entourage.
faire attention à notre entourage. Je vous montre cette photo parce que si certains d'entre vous me suivent sur LinkedIn, j'ai envoyé il y a quelques temps une photo et je dis mais qui est le propriétaire de cette maison suffisamment jolie, très sympa? Qui est le propriétaire de cette maison suffisamment ouvert d'esprit pour laisser une verrue comme ça s'installer au milieu de son jardin, devant sa façade? Et en perspective, je disais, mais je trouve ça génial parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé la vie s'exprimer et je veux dire, finalement, ça lui donne un cachet-fou à cette maison. Ça lui donne un atout considérable, mais on pourrait en parler en management, on pourrait parler en éducation. Qui va être assez ouvert d'esprit pour laisser quelqu'un s'exprimer de façon aussi décalée au milieu d'un environnement aussi cadré? Et je m'extasiais, vous pourrez le retrouver facilement sur mon compte LinkedIn, je m'extasiais de ce truc-là. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu en me disant ouais, ou alors c'est quelqu'un qui maîtrise très bien Photoshop, quoi. Et là, il m'a flingué mon enthousiasme. Dans la vie, il y a les optimistes BA. L'optimiste BA, celui que je décrivais tout à l'heure, qui peut nous conduire à l'inconscient. Vous savez, les optimistes BA, c'est les gens pour qui c'est toujours tout super optimiste. Non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va être génial, blablabla. Bon, eux, ils sont pas méchants. Et puis, on les connaît, les optimistes BA. À condition qu'ils ne viennent pas des inconscients, on les connaît. Et puis, on sait que lui ou elle va toujours en faire des caisses. À l'inverse, il y a le pessimiste convaincu. Quelqu'un le disait. Pessimiste convaincu. Toujours hyper pessimiste, c'est-à-dire que quoi qu'on dise, c'est un problème et ça va être grave. Bon, eux aussi, ils sont un peu comme nos optimistes BA, on les écoute d'une oreille parce qu'on sait que, bon, eux, ça sera toujours un problème. Plus compliqué, il y a les tueurs de rêve, les réalistes, les tueurs de rêve, ceux qui systématiquement vont nous opposer à cette envie du chiffre, de la data, Photoshop. Eux, ils tuent les rêves. Il faut faire attention à notre entourage, à nos tueurs de rêve. Et puis, il y a les optimistes. Les optimistes, ceux qui sont plus modérés, ceux, vous savez, qu'on retrouve dans cette bande, hein, qui vont avoir un peu de pessimisme, qui n'auront pas sombré dans la béatitude et dans l'inconscience. C'est intéressant de se poser qui sont-ils? Où sont vos optimistes BA? Où sont vos optimistes dans votre environnement? Où sont vos pessimistes convaincus? Et qui sont vos tueurs de rêve? Et peut-être aussi vous poser la question de qui êtes-vous pour les autres? Ça serait intéressant. Posez-vous la question. Bien sûr, hein, vos optimistes BA et vos pessimistes convaincus, bon, ils sont pas bien méchants. Vos tueurs de rêve, faites très attention. Faites très attention à vos tueurs de rêve. Parce que eux, ils vous abîment. Ils sont toujours là. Bim, 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 bim. Ils font mal. Et en plus, ils ont les arguments du réaliste. Ils ont les chiffres. Ils ont les données, les statistiques. Ils font super mal. Donc, il faut savoir aller les consulter, je dis pas, mais il faut savoir aussi les mettre à distance. Posez-vous la question de dans quel bain baignez-vous, hein. On fait attention à ce qu'on mange parce que c'est bon pour notre corps, on fait attention à ce qu'on respire parce que c'est bon pour notre cerveau, on fait aussi attention aux gens qu'on entoure, à notre entourage parce que c'est bon pour notre morale et notre optimisme. Et je terminerai, 10e point, pardon pour le retard, par la big data, le volume de données. Hein, les statistiques montrent très bien, et vous êtes mieux placé que quiconque, quand tu vas bien mieux placé que moi, l'environnement médiatique est un tueur d'optimisme, est un tueur de rêve. Le volume de données mondial double tous les 3 ans. L'infobésité, notre suraccumulation d'informations, c'est 96% d'informations négatives au quotidien. Il n'y a qu'à écouter la radio ou la télé. Moi, j'ai arrêté la télé. Hein. Et puis, c'est aussi un intérêt assumé pour le train qui arrive en retard. Donc, si vous vous sentez en manque d'optimisme, si vous vous sentez une petite tendance au pessimisme convaincu, peut-être faites attention à votre entourage personnel, mais faites aussi attention à votre environnement médiatique. Le volume de données augmente et donc dans l'ensemble de ces données, les données qui sont alarmistes, qui sont catastrophistes, je ne dis pas qu'il faut les éviter, mais il faut aussi apprendre un moment à s'en écarter. Et puis aussi, et je reviens sur cette question qui est la prophétie autorévélatrice, c'est toujours vous poser la question pourquoi me réjouir aujourd'hui. Et en fin de journée, j'aime bien avoir cette discussion à table, j'aime bien avec mes participants se poser la question comme on l'a fait tout à l'heure, pourquoi me réjouir? Pourquoi me réjouir de cette journée? Dans cette journée, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Qu'est-ce qui était agréable? De quoi j'ai profité aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Qui j'ai rencontré de super? Pour contrebalancer l'ensemble de flot d'informations négatives qu'on peut avoir au quotidien. Et puis de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans cette journée, parce qu'il n'y a pas eu que des trucs pourris. Et la meilleure preuve, hein, c'est que le Covid, on nous décrit et on nous prévoit des choses terribles, mais plusieurs d'entre nous nous disent que ça quand même, et c'est
un moment qui a apporté son lot de choses très agréables. Donc voilà les 10 points que je voulais voir avec vous. Le pessimisme de combat. Le pessimisme de combat, c'est avoir un but, c'est une chose, c'est un plan. C'est aussi avoir un plan A. Les plus optimistes d'entre nous auront toujours un plan A+, un plan A+, qui est plus positif. Mais le pessimisme de combat, c'est aussi comprendre que entre ce que je prévois et ce qui se passe vraiment, eh bien, il y a toujours des imprévus et qu'il faut prévoir un plan B. Le pessimisme de combat, c'est accepter que les choses vont pas se passer forcément comme elles doivent, mais que je reste suffisamment confiant dans la capacité à pouvoir surmonter les choses parce que j'aurai toujours un plan B. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le plan B. Avoir toujours une carte dans ma manche qui me permettra de pouvoir dégainer. Si ça se passe pas exactement comme je le souhaitais, voilà ce que j'ai prévu, et puis voilà ce qui se passe, eh ben, je vais pouvoir bifurquer. Si je n'ai qu'un seul plan, une seule solution, ça va être difficile. Et je terminerai par le dernier point, l'optimisme de but, de chemin et le pessimisme de but et de chemin. L'optimisme de but, c'est quelqu'un qui dit on va gagner, par exemple, et ça va être super facile. Le pessimisme de but, c'est dire on va perdre et en plus, on va se faire laminer. Il peut aussi y avoir le pessimisme de but associé à l'optimisme de chemin. On va perdre, mais on va apprendre des choses. Ça, c'est la devise du baron de Coubertin. Moi, je les adorais, les compétiteurs qui me disaient l'important, c'est de participer. Je vais me faire défoncer, mais j'aurais profité. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je parle du yin et du yang, parce qu'il y a toujours un petit peu de noir dans le blanc et toujours un peu de blanc dans le noir. Les choses ne sont jamais complètement tranchées. Ce que je vous propose, et c'est le dernier point pour faire croître votre optimisme, c'est l'optimisme de but et le pessimisme de chemin. Je vais réussir, mais ce sera difficile. Je vais guérir, mais la solution sera peut-être compliquée. Je vais y arriver, mais ça va me demander beaucoup d'efforts. Rien n'est jamais blanc, rien n'est jamais noir. Je ne vous demande pas d'être des optimistes BA, je ne vous demande pas d'être des pessimistes convaincus. Je vous propose de réfléchir et d'être dans cette dimension de, ok, un pessimisme de but et un optimisme de but et un pessimisme de chemin. Voilà ce qu'on pouvait dire en 1 heure et 10 minutes sur cette notion d'optimisme. Vous voyez, j'ai été optimiste, très optimiste. La question qui se posera, c'est est-ce que j'ai bien fait d'être optimiste avec vous sur cette conférence et de vouloir vous en dire trop que pas assez? La réponse vous appartient. Je vous laisse me dire est-ce que j'ai eu raison d'être optimiste et de vouloir vous en dire plus que pas assez? Et je récapitule évidemment les 12 points qui vont nous aider à gagner et à faire croître notre optimisme. Cécile, est-ce que j'ai eu raison d'être optimiste? Je pense que oui, parce qu'il y a très peu de personnes qui sont parties, et d'ailleurs qui sont parties en s'excusant parce qu'ils avaient un rendez-vous. Donc, bon. Quasiment tout le monde. Est-ce que pour les autres, est-ce que j'ai eu raison d'être optimiste et les autres, oui ou non? Oui, je pense, oui. Bon. Oui. Ok. Il y a beaucoup de oui. Bon. Voilà, je vais vous laisser retourner à votre, puisque je suis un peu en retard par excès d'optimisme. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est que vous puissiez vraiment prendre une décision individuelle. Donc, vous la prendrez peut-être pas maintenant. Je vais vous laisser retourner à vos activités ou à votre déjeuner. Mais le plus important dans cette conférence, c'est que vous puissiez prendre une décision et tester des choses. Les choses à tester, elles sont ici. Et je vous propose qu'on en reparle dans une dizaine de jours pour notre prochain atelier. Voilà. Si vous avez des questions, je reste en ligne quelques minutes. Si vous n'en avez aucune, je vous souhaite une très très belle journée, une très bonne semaine, un super mois de janvier, avant une magnifique année 2021. Et je reste évidemment à votre disposition. À très bientôt. Audio Jungle.